Donc, je vais démarrer le webinaire. Vous commencez à être familier avec ce système de webinaire. Donc, l'idée, c'est de travailler sur une thématique que l'on choisit à chaque fois. L'idée étant de partager les expériences des OP partenaires dans les pays avec lesquels on travaille et de progresser tous ensemble dans nos connaissances et nos pratiques. Alors, peut-être quelques règles d'usage pour que ça se passe bien. C'est bien si vous coupez vos caméras, vos micros quand vous ne parlez pas. Vous pouvez bien entendu les rallumer si vous voulez poser des questions et il y aura des temps spécifiques où vous pourrez poser des questions après chaque présentation. Et puis, vous pouvez également utiliser le chat qui est disponible. Donc, il y a une traduction en cours par Elisabeth. Merci d'avance à elle. Une traduction en anglais et elle donnera des consignes spécifiques pour que vous puissiez avoir la présentation en anglais et que vous puissiez poser vos questions en anglais qu'elle nous retraduira derrière. Voilà, donc j'espère que tout le monde entend bien la version anglaise. And you can switch to English version. Use there's a tag below the screen and you can just select the language you would like to have. Merci. Donc, le webinaire est enregistré en espérant que ça ne vous passe pas de problème. Donc, on aura aujourd'hui 4 intervenants que je vais laisser se présenter de différents pays. Donc, je laisse la parole à Philippe pour qu'il puisse se présenter d'abord. Oui, bonjour à toutes et à tous. Philippe Ozel, donc agriculteur en français, en Seine-et-Marne, hein, pas très loin de Paris, sur une exploitation de production végétale, et puis avec quelques responsabilités dans nos organisations professionnelles agricoles, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous et de partager vos expériences aujourd'hui sur le sujet de la commercialisation, qui est pour nous, producteurs, en tout cas un sujet de très haute importance. À tout à l'heure pour plus de discussions et d'échanges ensemble. Merci beaucoup, Philippe. La deuxième intervention, enfin, dans l'ordre des choses, ce sera le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Burkina et Madagascar. Mais donc, Parhan, je te laisse la parole pour te présenter. Juste dire un petit mot que ça devait être notre collègue Younes de Madagascar qui devait présenter aujourd'hui, qui a eu un décès dans sa famille. Donc, on remercie Parhan de le remplacer. Merci. Oui, je suis Parhan et directeur de FIFATA, Organisation pour les progrès des paysans. 32 déjà, et pas 32 ans déjà, des partenariats avec FERT. Et comme Joseph a dit, FIFATA, je crois que c'est la seule à Madagascar qui a un technicien responsable de commercialisation, mais dommage qu'il n'est pas avec nous, donc je vais le remplacer. Mais je suis avec un jeune producteur qui s'appelle Rad, producteur de pommes de terre qui fait beaucoup de commercialisation aussi, et avec une responsable commercialisation régionale qui s'appelle Lant aussi, avec moi. Donc, ce sera un grand plaisir pour nous de participer et de partager nos petites expériences autour de la commercialisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Parhan. Ensuite, François Mani, donc de Côte d'Ivoire, qui est producteur. François. Oui, bonjour. Je suis François Mani, maraîcher, administrateur de l'URMAG, Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons déjà échangé brièvement. Oui. OK. Merci beaucoup. Donc, l'URMAG, c'est une union de coopératives maraîchères. Et puis enfin, Bertrand du Burkina Faso. OK, bonjour à tous. Moi, c'est Bertrand Sawadogo. Je suis le responsable de l'accompagnement des services économiques des OP au Burkina Faso. Voilà, donc je m'occupe notamment de l'accompagnement au développement des services, notamment d'approvisionnement en intrants
Je m'occupe aussi de l'accompagnement dans la gestion post-récolte et également dans la commercialisation et la transformation. Voilà, c'est un plaisir pour moi également d'être là parmi vous pour qu'on échange ensemble sur la commercialisation. Merci beaucoup. Très bien, un grand merci à tous les quatre. Je vois dans les échanges chat là, que certains ont des difficultés à se connecter sur la version anglaise. If you want the English version for the presentation, you can just switch the screen and you select English language, please. Thank you. OK. Donc, dans une première partie, je voudrais un petit peu rappeler des choses importantes à connaître sur la commercialisation. J'en profite pour remercier Michel Amirou qui nous a beaucoup aidé l'année dernière à travailler sur ces sujets-là. Donc, en premier lieu, toutes les expériences qu'on va présenter sont des expériences de FERT et de ses OP partenaires dans les pays. Et une chose qui nous tient à cœur, c'est d'abord de chercher l'amélioration de la vie des agriculteurs et donc en particulier le niveau de revenu des producteurs. Et la commercialisation est un des moyens, mais un moyen important pour parvenir à augmenter ce revenu. Ce n'est pas un sujet facile. Hein, pourquoi? Parce qu'il reflète toute la complexité que l'on trouve dans les exploitations. Il y a des enjeux techniques, des enjeux financiers, des enjeux organisationnels. Donc, c'est un sujet qu'il faut aborder avec prudence, mais qui peut vraiment être potentiellement riche, qui peut apporter beaucoup aux producteurs. Troisième idée, les paysans individuellement ou en groupe ne sont pas des instruments, ils sont des acteurs de leur choix et la volonté d'aller vite dans l'accompagnement des initiatives conduit souvent à ignorer cette réalité. Je pense que chacun d'entre vous dans les pays, vous devez bien voir de quoi je parle. Un autre principe important, c'est que lorsqu'on parle d'économie, et en particulier d'économie agricole, la loi de l'offre et la demande s'applique et régit un peu les prix. Donc, l'immense majorité des produits agricoles répond à cette loi. Le prix baisse lorsque l'offre de produits augmente et inversement. Donc, si vous avez beaucoup de tomates sur le marché, les prix vont baisser. Et inversement, lorsqu'il y en a peu, les prix vont être élevés aux producteurs. Mais il y a une particularité sur les produits périssables, c'est ce qu'on appelle la loi de King. Donc, pour les produits de grande consommation, en particulier ceux qui ne sont pas stockables, l'effet est beaucoup plus sensible. Si l'offre baisse un peu, le prix va augmenter rapidement et si l'offre augmente un peu, le prix baisse beaucoup. Ce qu'on appelle l'élasticité des marchés et qu'on reprend par l'idée que les estomacs ne sont pas élastiques. Ce n'est pas parce qu'on va produire plus de fraises ou de tomates qu'on va manger beaucoup plus de fraises et de tomates. Ça paraît évident, mais sur les marchés, c'est très important de le comprendre, en particulier, je pense à la Côte d'Ivoire, à l'URMAG, pour bien planifier ce qu'on va produire. Même si l'on peut stocker, exporter et transformer, cette loi se vérifie très souvent. Un deuxième principe important, c'est de connaître tout simplement le public avec lequel on travaille. Dans ces webinaires, il y a beaucoup de techniciens qui écoutent. Donc, vous êtes en lien avec des producteurs et c'est important de savoir avec qui vous travaillez. Donc, est-ce que les vendeurs sont majoritairement des vendeurs de proximité, de niveau village ou plus lointain? Et est-ce qu'ils sont dans une forme de confiance avec les producteurs? Est-ce que les producteurs sont largement engagés dans une mise en marché des produits ou est-ce qu'ils ne commercialisent leur surplus que de temps en temps? Et donc, forcément, la manière dont vous allez accompagner ces initiatives seront différentes selon le public que vous avez en face de vous. Troisième élément, c'est important de bien prendre en compte le contexte général dans lequel vous intervenez. Il y a des pays où le rôle de l'État est important et fort. Il y a des pays où le respect de la légalité est quelque chose d'important. Et en particulier, dans les pays dans lesquels FERT intervient, il y a souvent des marchés
formels et informels, et ce n'est pas pareil de commercialiser dans l'un ou l'autre des marchés. Ensuite, il y a la qualité des infrastructures routières et le niveau de vie de la clientèle en général. On va globalement essayer de répondre aux besoins du marché, et donc c'est important de bien connaître quel est ce niveau de vie. Voilà, ça paraît des évidences, mais respecter ces préalables avant de s'engager dans un projet de commercialisation groupé, c'est éviter beaucoup d'échecs, et des échecs, on en voit beaucoup en termes de commercialisation dans les différents pays. Ça permet tout d'abord de s'accorder clairement sur des principes, et ça permet d'élaborer des projets de mise en marché sur mesure. Je pense que mes collègues tout à l'heure vont l'illustrer par des cas très concrets. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire en termes d'outils et de dispositifs d'accompagnement sur ces sujets-là? De manière assez générale, il est possible de travailler sur de la formation, sur du conseil, plus ou moins de proximité. On peut travailler à partir de jeux pédagogiques qui permettent de mieux comprendre les circuits de commercialisation. On peut travailler sur les systèmes d'information économique. Je pense qu'il y en a un micro ouvert, si vous voulez bien les couper. Merci. Donc, sur des systèmes d'information économique, comme on peut avoir en France ou à Madagascar ou sur certaines filières dans d'autres pays, qui permettent de donner de l'information au prix et de mieux faire des choix de commercialisation. Alors, des organisations pour une commercialisation collective, c'est d'abord penser au service et ensuite au portage, c'est-à-dire un peu à l'habillage légal du service, mais pas forcément, et ça on l'avait déjà rappelé l'année dernière dans les conclusions du webinaire, pas penser d'abord coopérative et ensuite qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Donc, du groupe informel à la coopérative institutionnalisée, en passant par le GIE, le syndicat de mise en marché, les groupements de producteurs, etc. Il existe beaucoup de portages possibles d'initiatives de commercialisation, mais encore une fois, l'important, c'est d'abord regarder ce que l'on veut faire entre les producteurs et après de voir quel est le format qui permet de porter le mieux possible ces initiatives. Voilà, donc c'était quelques aspects importants à rappeler avant de pouvoir rentrer sur les initiatives de plus pratiques de terrain. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Alors, vous pouvez lever la main ou bien prendre la parole directement ou écrire sur le chat. Alors, on a remarqué que c'est toujours difficile de briser la glace sur les premières questions, puis quand les premières arrivent, il y a souvent un flot de questions qui continue derrière. Ok, très bien. Donc, je considère qu'il n'y a pas de questions. Vous pourrez toujours en poser un peu plus tard. Donc, on va passer à la deuxième partie qui seront les témoignages d'expérience dans 3 pays, Madagascar, Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Donc, pour démarrer, je vais donner la parole à Bertrand du Burkina Faso qui va présenter un peu les expériences qu'ils ont menées avec les OP partenaires dans le pays. Bertrand. Ok, merci beaucoup pour la parole, Joseph. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous commençons d'abord en expliquant un peu comment les OP s'organisent notamment pour la commercialisation. Donc, dans chaque coopérative, une commission est mise en place et ces commissions-là, notamment, on les appelle les commissions stockage commercialisation. Donc, ces commissions ont pour rôle notamment de faire les prospections, mener des prospections, notamment avant la commercialisation. Ils font d'abord le point au niveau de chaque magasin pour savoir les quantités. Ils font les prospections, ils font les négociations et au moment de la contractualisation, ils associent maintenant des élus. Donc, ces commissions, les techniciens apportent notamment des formations, des démonstrations et des applications
notamment à ces différentes commissions-là. Donc, pour mieux vendre, pour avoir du niveau de qualité, pour espérer un prix rémunérateur, nous les accompagnons notamment avec des formations sur les bonnes pratiques post-récolte et également les techniques de prospection en les montrant les 5 étapes de prospection, les techniques de négociation notamment avant d'aller à la négociation, quelles sont les informations que les commissions doivent chercher. Également, pendant la négociation, qu'est-ce qui doit être dit? Qu'est-ce qu'on peut ne pas oublier, qu'on ne doit pas oublier, notamment pendant la négociation, nous les accompagnons là-dessus. Et nous les accompagnons notamment à connaître les différentes parties du contrat et comment ça se rédige. Et voilà, avant que ces différentes commissions-là partent notamment en négociation ou passent à la contractualisation. Également, nous les apportons aussi des accompagnements, notamment dans les formations en vente groupée et en marketing, une formation en marketing que nous avons réalisée la semaine passée. Voilà, notamment le mix marketing, pour permettre aux coopératives de bien penser ce qu'elles vont mettre sur le marché selon les besoins des différents clients ou des clients potentiels. Voilà, donc ces commissions, ils ont des rôles, c'est vrai que c'est un peu complexe, nous allons voir ça venir plus loin. Voilà, notamment pour ce qui est des acheteurs, nous avons noté des expériences notamment de vente groupée avec des acheteurs institutionnels. Donc, pour les acheteurs institutionnels, nous notons notamment Sonagès. Sonagès, qui est la Société nationale de gestion des stocks et de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Cette société-là avait commencé dans les années passées à acheter notamment le niébé auprès des coopératives partenaires de FERT au Burkina Faso ici. Mais au début, ces prix étaient assez intéressants. Voilà, les prix étaient intéressants de moins. Et par la suite, on avait eu confiance un peu à cette société-là. Donc, on a commencé à vendre beaucoup avec cette société, mais qui par la suite est revenue avec des prix des prix moyens. Voilà, des prix notamment qui étaient devenus maintenant plus bas que des prix sur le marché. Parce que cette société-là achète, stocke et notamment revend avec des différentes des nécessités ou des populations dans des situations de sécurité alimentaire. Voilà. Également, il y a le PAM, le Programme alimentaire mondial qui est aussi au Burkina Faso, où parmi nos partenaires, nos sociétés coopératives partenaires ici au Burkina Faso, il y a la CAPIACO qui fait partie notamment du cercle fermé de coopératives dont le PAM travaille avec. Donc, il y a une douzaine de coopératives que le PAM d'abord a observé, a appuyé, a accompagné, a fait des investigations pour voir si ces coopératives-là ont la capacité et le matériel nécessaire ou les connaissances nécessaires pour notamment faire partie de leur cercle et pouvoir notamment les vendre le niébé. Voilà. Nous notons que le PAM achète à des bons prix, mais le cercle fermé, depuis 2016-2017, il n'y a plus de nouvelles coopératives qui ont intégré le cercle fermé, notamment des coopératives qui livrent au PAM. Mais notamment, ces coopératives-là peuvent également sous-traiter avec d'autres coopératives qui ne sont pas sélectionnées s'ils ont eu des marchés. Donc, c'est notamment le cas de la CAPIACO qui, souvent, dans la plupart des cas, a travaillé avec les coopératives de Piscila pour notamment pouvoir livrer du niébé au PAM. Pour les acheteurs institutionnels, nous avons aussi les mairies. Les mairies, notons qu'avant, les mairies, un peu dans les communes là, n'achetaient pas forcément le niébé, mais c'est par la suite ils ont commencé à acheter le niébé, notamment au niveau de chaque commune. Au niveau de chaque commune. Donc, maintenant, cette année ou l'année passée, les mairies ont commencé maintenant à acheter le niébé avec les coopératives au niveau des communes. Donc, nous avons commencé aussi par là
au niveau des coopératives qui sont dans les communes là, à mener des prospections auprès des mairies. Voilà, mais la dernière prospection n'a pas été vraiment très bien parce que nous sommes allés auprès de la mairie de Ziga où nous avons accompagné la coopérative à proposer à la mairie notamment du niébé de qualité. Mais le prix d'achat proposé par la mairie là est un prix inférieur au prix même sur le marché au niveau de la commune. Donc, la coopérative a préféré aller vendre avec les commerçants, voilà, qui achetaient au moins avec une différence de 15 à 20, 25 francs le kilogramme, notamment par rapport à l'offre de la mairie. Pour les acheteurs privés, nous notons notamment Secopa. Secopa, qui est une structure qui a acheté le niébé auprès des partenaires, des coopératives partenaires de FERT en 2014. Donc, en ce moment, la Secopa a acheté à un prix vraiment très, très intéressant parce qu'elle a acheté à un prix de 300 et quelques, 325, 350 francs le kilo. En ce moment, le prix du kilogramme était à moins de 150 francs. En 2014, là, c'était carrément une lutte pour qu'on puisse acheter votre niébé à 150 francs. Et en ce moment, Secopa était venu et proposait 325, 350 francs le kilogramme. Donc, c'était une très bonne expérience et les gens, les coopératives partenaires y ont adhéré et ils étaient très, très contents, notamment de vendre à la Secopa. Mais la difficulté, c'est que la Secopa voulait du niébé de très, très bonne qualité. Donc, au moment des tri, c'était l'inverse qu'on faisait. Au lieu de poser le stock de niébé et de chercher les grains noirs, les grains percés, les grains cassés ou les grains pourris pour les enlever, ce n'était pas ça. On enlevait, on triait au fait et on enlevait les bons grains là et on les déposait à part. Les bons grains. Dans le tri là, c'est les bons grains qu'on enlevait et c'est ça qu'on vendait. Voilà, donc c'est pour dire que le tri était vraiment fastidieux. Également, mais depuis Secopa, c'est une société, comme je l'avais dit, qui achetait pour pouvoir revendre. Donc, le stock de Secopa est resté, le stock qui a été acheté avec les coopératives partenaires là, est resté pendant 1 année, 2 ans, sans que Secopa ne puisse livrer, ne puisse revendre ce niébé là acheté. Donc, par la suite, ce qui était les difficultés avec les acheteurs institutionnels, c'était notamment l'interdiction d'exporter. Donc, on a fait 2 ans ici au Burkina Faso où il y avait une interdiction d'exporter. Donc, ça freinait un peu les initiatives de commercialisation parce que la plupart des structures ou des acheteurs qu'on connaissait, c'est des acheteurs privés qui achetaient et qui l'exportaient. Voilà, au Mali, en Côte d'Ivoire et un peu dans les autres pays, des pays voisins de Burkina Faso. Donc, comme acheteurs aussi, nous avons aussi les commerçants locaux qui, pour la plupart, sont des revendeurs qui achètent et qui revendent, ou notamment des commerçants qui achètent pour notamment aller revendre avec des transformateurs ou des consommateurs directement. Donc, également pour vendre le niébé là, dans la commercialisation, nous participons aussi à des foires. L'année surpassée, nous avons participé au JAL, vous avez les photos. L'année passée également, nous avons participé à des foires. Et cette année, nous avons participé à une foire du 8 mars et à une autre foire en vue en novembre. Donc, au cours de ces foires, les coopératives partenaires nouent beaucoup de contacts et ont beaucoup de relations. Et au moment de ces foires-là, il y a aussi la plupart du temps, ce qui est fait, ce sont les B2B. Voilà, on fait une rencontre entre les coopératives qui ont du niébé à vendre ou qui ont des stocks à vendre. Et on appelle aussi les grands commerçants, les acheteurs qui viennent aussi. Et après des présentations, on fait des B2B et chacun échange. Ils essaient de trouver le juste milieu pour pouvoir vendre ou acheter du niébé. Voilà. Donc, il y a aussi des émissions radio que les partenaires, les coopératives partenaires de FERT assistent pour notamment présenter leurs produits commercialisés, notamment le niébé ou les dérivés, les produits transformés. Voilà. Donc,
Il y a tout ça et il y a également les prospections de nouveaux clients que nous avons entamées avec les coopératives partenaires parce que les mêmes clients, la mairie n'achète pas très bien, les acheteurs privés ne sont plus les commerçants locaux avec eux qu'on le parle. Donc, on est en train de voir, on est en train de prospecter de nouveaux clients pour voir notamment quelle formule nous allons utiliser, notamment les alimentations et les autres vendeurs, les autres vendeurs. Donc, nous sommes dans un élan notamment de prospection pour voir notamment pour le niébé grain ou les produits dérivés du niébé, comment nous pouvons les replacer, repenser au fait de nouveaux clients au fait, ou ajouter de nouveaux clients à notre base de données. Voilà. Donc, nous terminons notamment en énumérant quelques difficultés liées notamment à la commercialisation au Burkina Faso ici. Donc, ce qui freine un peu la commercialisation ou qui peut être perçu comme un frein ou qui peut être perçu comme une difficulté, et notamment la complexité du rôle des commissions notamment des commissions commercialisation. Voilà, ils ont un rôle assez complexe, donc notamment au moment des négociations, au moment même de la prospection, il faut chaque fois faire le retour pour faire une restitution aux coopérateurs. Parce que le niébé, c'est pour les coopérateurs. Le prix de vente est discuté par la coopérative. Il y a un intervalle de prix qui est donné et avant que les commissions la partent en prospection. Donc, s'ils font la prospection pour présenter qu'ils ont niébé et tout, et s'il y a une négociation, il faut encore qu'ils revoient un peu avec les coopérateurs là pour qu'ensemble ils fixent un prix et c'est avec ce prix-là qu'ils partent notamment au niveau de la négociation. Et si au moment de la négociation, le prix proposé par l'acheteur est inférieur au prix arrêté par les coopérateurs en plénière, il faut que ces commissions-là repartent. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils ne donnent pas de un oui ou un non à l'acheteur. Il faut qu'ils repartent encore faire la restitution au niveau des coopératives. Et en ce moment, des coopérateurs diront que non, je ne vais pas vendre à ce prix. D'autres coopérateurs accepteront de vendre à ce prix-là. Donc, il faut encore repartir, échanger les quantités, voilà, reproposer le prix et voilà, rediscuter encore si l'acheteur est encore engagé à discuter. Donc, ça, c'est une complexité du rôle des commissions. Mais c'est très bien, il faut respecter ça pour pouvoir avoir une certaine transparence et pour pouvoir arrêter, avoir notamment les mêmes compréhensions pour ne pas venir dire au coopérateur quelque chose et dans l'exécution, une autre chose se passe. Voilà. Et deuxième difficulté que nous avons notée, c'est notamment l'inexistence de marché pour le niveau de qualité. Voilà, le niveau de qualité, c'est notamment le PAM uniquement que je vois qui mise beaucoup d'argent pour notamment avoir du niveau de qualité. Voilà, sinon sur le marché, vous arrivez avec votre niveau qui est de très bonne qualité et du niveau qui n'est pas de bonne qualité, les commerçants vont l'acheter au même prix. Il y a eu ce cas au niveau à Piscila. Les coopérateurs ont fait des prospections auprès des commerçants et en présentant le niveau, le commerçant, d'abord dans la prospection, ne proposait pas un bon prix. Donc, ils ont envoyé du niveau de qualité disant que voilà notre niveau là. C'est un niveau vraiment bien fait, c'est de qualité, mais on ne peut pas le vendre à ce prix-là. Mais le commerçant dit que si lui-même il prend le niveau de qualité de Piscila là, il va prendre encore un autre niveau, le mélanger pour réajuster la qualité. Il va prendre un niveau de moindre qualité, le mélanger pour réajuster la qualité pour pouvoir le vendre à un prix moyen. Et sinon, le niveau de qualité seulement, la personne ne viendra au marché pour dire je veux ce niveau-là, c'est de qualité et je suis prêt à payer plus. Parce que c'est ça aussi, pouvoir payer plus pour des niveaux de qualité. Donc, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de marché et pour le niveau de qualité. Donc, sauf au niveau des acheteurs institutionnels et autres. Mais la plupart des acheteurs institutionnels ne vérifient pas, ne sont pas des grands regardants sur la qualité du niveau. Je prends un exemple ici dans une des communes du centre, de la région du centre, où la mairie allait commander un autre du niveau avec un commerçant au lieu de prendre le niveau là avec les coopératives. Mais par la suite, là, cette mairie encore était obligée de revenir payer les femmes de la commune là pour revenir pour trier le niveau là parce que le niveau acheté avec le commerçant là était vraiment de moindre qualité.
et il fallait payer des femmes qui allaient s'asseoir encore pour faire le tri. Donc, ça va diminuer la quantité notamment commandée, la quantité prévue pour la consommation. Voilà. Alors que la coopérative là, qui était dans la commune avait déjà du niébé avec de très bonne qualité, parce que accompagné par notamment FERT dans la gestion post-récolte, notamment stockage et commercialisation. Il y a aussi l'inaccessibilité. Troisième difficulté, l'inaccessibilité des marchés institutionnels et des prix sont très bas, comme présenté dans le diapo précédent. C'est très difficile, voire même impossible en ce moment, d'intégrer un réseau de vente ou d'acheteurs institutionnels. Voilà, c'est les mairies qui sont ouvertes, mais les mairies ont des prix bas. Donc, j'ai mis le cas de la coopérative de Ziga que j'ai expliqué, où la mairie proposait un prix en dessous du prix du marché, du prix dans leur commune. Donc, en prenant le PAM, on ne peut plus rentrer depuis 2016-2017. Ensuite, toujours les actualités pour voir si le PAM a une possibilité d'intégrer d'autres coopératives dans son cercle fermé. Voilà, où voilà, on est aussi en négociation, en prospection et négociation avec les mairies pour que pour la campagne qui va venir pour les achats, pour les cantines scolaires, que cette mairie-là puisse acheter auprès des coopératives qui sont dans leur commune à des prix rémunérateurs. Voilà, donc il y aura des plaidoyers et autres pour pouvoir vendre à des prix rémunérateurs. Également, troisième point que j'ai aussi évoqué, c'est les commerçants qui mélangent le niébé de qualité avec le tout venant avant la vente. Donc, pour eux, c'est une manière d'équilibrer un peu la qualité et de vendre à un prix moyen parce que les consommateurs ne sont pas prêts à mettre plus. Les consommateurs, en tout cas, qui viennent au marché, ne sont pas prêts à mettre plus pour tel niveau ou tel niveau, même si après, il y a encore l'histoire des prix qui va diminuer les quantités, il y a aussi et les qualités même douteuses du niébé qui est venu parce que le niébé qui est traité pendant le stockage, alors que les coopératives partenaires de FERT ne traitent pas leur niébé avant le stockage, mais suivent des bonnes pratiques post-récolte et notamment utilisent des sacs fixes ou même notamment une conservation ou un stockage en respectant les normes de stockage, les bonnes pratiques de stockage, notamment de conservation. Voilà, donc nous terminons avec les difficultés, notamment les difficultés que vous connaissez tous, mais qui depuis est en train de s'améliorer sur la sécurité, la situation sécuritaire. Voilà, la situation sécuritaire a été vraiment une difficulté, mais quelque part aussi, ça pouvait être une opportunité. Bon, c'est une opportunité que nous sommes en train de vouloir aussi saisir. Je m'explique. La difficulté, c'est qu'il y a des endroits où on cultive même plus de niébé. Voilà, il y a des coopératives qui ont des difficultés à produire le niébé et notamment à pouvoir, si vous avez le niébé, il n'y a pas d'endroit aussi pour stocker parce que la plupart des magasins dans les communes où il y a les communes qui sont touchées par la situation sécuritaire là, il y a notamment des déplacés qui occupent d'abord ces magasins et autres là. Donc, cette difficulté de produire, de stocker, fait de telle sorte que, notamment, il n'y a pas de marché véritable dans ces communes-là pour le niébé. Voilà. Et dans les communes qui ne sont pas touchées aussi, il y a aussi les acheteurs, les autres acheteurs des autres pays qui ne viennent plus, les acheteurs privés qui achetaient, qui exportaient, qui ne viennent plus. Il y a aussi les acheteurs qui, internes, partaient, pouvaient aller dans des endroits, on peut maintenant d'aller dans ces endroits-là pour acheter le niébé, pour pouvoir les revendre. Donc, ils circonscrivent notamment leur déplacement à des zones où il n'y a vraiment pas de problème. Donc, ceux qui sont dans les zones ou qui sont proches des zones un peu touchées là ont de grandes difficultés à vendre leur niébé. Et nous notons que nous avons au moins trois coopératives partenaires qui sont un peu dans ces zones-là. Donc, la difficulté aussi de commercialisation se pose là-dessus. Donc, nous terminons en disant que nous sommes heureux avec les prix, notamment que nous notons en 2021 par rapport aux prix que nous avons notés en 2017, 2018, 2019 et 2020. Sur les 4 dernières années, les prix de 2021 sont vraiment meilleurs. C'est un vrai ouf de soulagement parce que ici, les prix doublent maintenant par rapport au prix de l'année passée. Voilà. Et selon les principes que nous avons vus, dont Joseph a présenté au début,
nous pouvons notamment apporter des explications là-dessus. Donc, nous retroussons les manches pour notamment approcher les mairies, approcher les acheteurs institutionnels pour notamment proposer du niébé parce que vu les prix de cette année-là, nous pourrons faire des ventes vraiment à des prix rémunérateurs, à des prix qui permettent aux producteurs de vivre dignement de leur métier. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand, pour ce témoignage qui montre bien la complexité des questions de commercialisation, hein, de valorisation de la qualité, de réactivité des coopératives sur les marchés, de stabilité, etc. Donc, on va prendre peu de questions hein, parce que pour essayer de tenir le timing, mais on a une question de John du Kenya qui pose la question de l'agrégation des produits. Dans quelle mesure a-t-il été facile d'intégrer les commerçants locaux du Burkina dans les principaux systèmes d'agrégation, en particulier pour s'approvisionner auprès des petits exploitants? C'est une question pour Bertrand, du coup. Bertrand, si tu peux rallumer ton micro. Merci. Ouais. Est-ce que, donc, la question. Oui, la question, c'est dans quelle mesure a-t-il été facile de travailler avec les commerçants locaux du Burkina pour s'approvisionner auprès des petits exploitants? OK. Donc, merci beaucoup pour la question. Notamment, nous continuons des travaux avec les petits commerçants. Il n'y a pas de système mis en place, notamment avec ces petits commerçants, pour automatiquement venir s'approvisionner. Mais ce sont les producteurs qui partent vers ces petits commerçants-là pour notamment vendre avec eux. Voilà, pour les proposer du niébé à chaque fois. Parce que ces commerçants-là ne proposent pas vraiment des prix rémunérateurs comme ce que j'ai expliqué. Il n'y a pas de commerçants, c'est très peu de commerçants qui sont prêts à débourser un surplus pour avoir du niébé de qualité. Donc, s'il y a un lien ou une entente là, je pense que ça ne sera pas au profit des producteurs ou autres. Mais les fois où les commerçants achètent à des bons prix, voilà, c'est dans une commune, notamment à Ziga, où nous allons notamment voir avec ces commerçants-là pour avoir un système d'approvisionnement ou notamment avoir des partenariats. Merci. Il y avait une autre question de Philippe. Comment se fixe le prix, mais auprès des acheteurs institutionnels dont tu as parlé, hein, Sonagès, PAM, etc. C'est eux qui fixent le prix. Voilà, selon leur enveloppe haute. Mais surtout, la Sonagès regarde plus les prix du marché. Voilà, les prix du marché et achète à ce prix-là. Voilà, comme je le disais, la Sonagès était acheté à un bon prix, mais par la suite, la Sonagès voilà, a commencé à acheter à un prix moins que le prix du marché. Donc, c'est eux qui fixent leur prix. Notamment la Sonagès, qui est plus nationale, va fixer leur prix en regardant un peu les prix au niveau des marchés. Et aussi un système national aussi qui collecte les prix là. Il y a un ministère. Ok, très bien, merci. Juste, si c'est possible de parler un peu moins vite pour que la traductrice, elle arrive à suivre et à traduire plus facilement. Et du coup, on nous demande à tous, et pour les prochains intervenants, de faire des phrases plus courtes, plus synthétiques, pour que ce soit facile pour traduire. Donc, et puis pour respecter le temps aussi. Une dernière question sur la qualité des produits. On comprend du coup que c'est difficile de valoriser la qualité, qu'on ne retrouve pas forcément toujours un meilleur prix. Mais est-ce que si on ne retrouve pas un meilleur prix, ce n'est pas une manière de vendre plus facilement, de vendre plus facilement les produits sur les marchés? Si tu peux rallumer ton micro. Je suis de retour. Ouais. Ouais. Il y avait un problème de connexion, mais je suis là.
Ok, la question était sur la qualité des produits. On comprend que la qualité n'est pas forcément synonyme de meilleur prix, mais est-ce que avoir une bonne qualité permet de vendre plus facilement ces produits? Oui, évidemment. Avoir une bonne qualité permet de mieux vendre ses produits et ça élargit même notamment tes clients, tes potentiels clients. Voilà, parce que notamment parmi les acheteurs, tout le monde n'a pas les mêmes qualités. Pour le transformateur, pour ceux qui veulent acheter pour les cantines, pour ceux qui ne veulent pas les mêmes qualités. Donc, améliorer sa qualité permet notamment de pouvoir même aller d'abord proposer notamment ces produits à ces clients-là. Voilà, ça améliore vraiment ça. Mais comme je l'ai dit, très peu de gens sont prêts à ajouter de l'argent, notamment pour avoir du niveau de qualité. Mais notamment, ça élargit très bien tes clients potentiels, transformateurs, consommateurs et autres. Merci beaucoup, Bertrand. Donc, je propose qu'on se tourne vers la Côte d'Ivoire. François, si vous pouvez nous présenter l'expérience de l'URMAG donc au centre de la Côte d'Ivoire, l'URMAG étant une union de coopératives de maraîchers. Merci. Merci. Oui, comme on l'a dit, l'URMAG, c'est l'Union régionale des maraîchers de Beké, créée pratiquement en 2014 et avec comme principal problème la commercialisation. Et sur ce point, l'année dernière, nous avons échangé un peu là-dessus. Nous avons dit un peu ce que nous avons fait, mais ici, il y a eu pratiquement FERT qui est venu en partenariat avec nous pour pouvoir vraiment nous accompagner sur d'autres aspects qui sont les aspects technico-économiques producteurs. Et donc, depuis ce temps, d'autres chantiers difficiles à construire parce que les profils des producteurs étaient vraiment hétérogènes et avec des visions et des besoins vraiment différents. Et le marché des légumes n'étant pas comme le marché des céréales et autres, parce que difficile à stocker, les productions aussi sont atomisées et du coup, nous avons tous ces soucis que nous rencontrons. Il y a également le manque de moyens financiers parce que nous avons tenté une petite expérience avec une banque, mais ce financement n'a pas pu aboutir. Vous voyez? Voilà. Et au sein de nos OP aussi, il y a un souci de gouvernance auquel nous sommes confrontés. Voilà. Bien. Mais de 2020 à 2021, avec la collaboration FERT, nous avons pu faire quand même quelques réalisations. Nous avons eu un atelier d'échange avec près de 25 personnes autour de 3 thématiques, dont l'information, la logistique et la gestion financière. Et à ce niveau, nous avons essayé de voir un peu comment informer les producteurs sur les prix des produits, sur les prix des marchés et tout ça. Mais en même temps aussi, il fallait voir comment transporter ces produits du bord champ à un point de groupage et du point de groupage jusqu'à l'évacuation sur les marchés. Parce que généralement, nous sommes confrontés à ce problème de véhicules non appropriés ou non adaptés à nos transports de légumes. Et donc, il fallait vraiment trouver une formule ensemble pour pouvoir mieux transporter nos produits dans les meilleures conditions. En termes de gestion financière aussi, il fallait voir aussi comment payer nos producteurs et tout, pour que ça aille plus rapidement, pour ne pas traîner de l'argent en main et tout ça. Bon, donc, il y a eu, dans ce cadre-là, il fallait désigner des délégués de commercialisation au sein des OP et mettre en place un comité de commercialisation au niveau de l'Union aussi, comme fait. Bien. Donc, en termes d'organisation, une première mission a pu se faire au niveau du marché d'Abidjan, une mission de
prospection et d'études qui a pu quand même aboutir à relever certains prix, à rencontrer certains grossistes sur le marché d'Abidjan et voir dans quelles conditions ils souhaiteraient prendre les produits de l'Union. Et tout ça, toutes ces décisions rapportées au niveau du conseil d'administration vraiment a été validée et on pouvait faire une démarche démarche plus pragmatique a été adoptée au niveau du conseil d'administration. Et au niveau des atouts, c'est vrai, nous avons eu l'année passée, nous disons que nous avons eu un magasin au niveau du marché de gros, mais jusque-là n'a pas pu être utilisé comme il se doit. Un autre processus a été mis en place en collaboration avec le marché de gros, c'est une plateforme d'échange qui permet chaque jour que Dieu fait, les commerçants, les producteurs et autres acteurs venus sur le marché de gros d'échanger et de partager un peu la difficulté pour pouvoir mieux écouler les produits qui sont en possession de nos producteurs. Bien. Mais autre atout, c'est que de plus en plus, des jeunes producteurs vraiment avec un niveau d'études élevé sont en train d'intégrer nos différentes OP de base et par ricochet, notre union également. Alors donc, ça aussi, c'est un point fort pour nous. Et parmi certains membres aussi, il y a beaucoup de membres expérimentés maintenant qui se frottent à la commercialisation au quotidien. Et donc, nous allons bénéficier de leur expérience également. Bien. En termes de perspective, au deuxième semestre 2021, nous envisageons, particulièrement au niveau de FERS, il envisage de recruter un responsable chargé de commercialisation pour mieux accompagner l'URMAG dans ces choses et voir aussi au niveau de la mobilisation de l'expertise d'une ONG NITID à travers FERT également pour pouvoir mieux accompagner l'Union sur la commercialisation également. Et puis, dans ce volet aussi, il y a un petit point qui va vers la démarche qualité également avec l'ITD. Et il y a des formations qui seront mises en œuvre sur la commercialisation pour 24 paysans relais afin de renforcer la culture commerciale des producteurs. Également, renforcer aussi les liens entre producteurs et OP membres de l'URMAG et amorcer de nouvelles relations commerciales avec des acheteurs. Bien. Donc, au niveau de cette formation-là, dans les détails, je pense que c'est mieux connaître la demande et les circuits de commercialisation des produits maraîchers en Côte d'Ivoire. Ensuite, mieux comprendre le mécanisme de fixation des prix des produits maraîchers en Côte d'Ivoire et mieux négocier de nouveaux marchés en termes de contrats de vente. Oui. Et donc, la première session, c'est pour bien comprendre comment fonctionne le marché même en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, la deuxième session, je pense que là, c'est permettre aux membres de l'Union de faire une étude de marché en petits groupes au niveau d'Abidjan et d'autres villes de l'intérieur. Bon, donc la troisième session va s'articuler autour de comment s'organiser collectivement pour mieux commercialiser ces produits maraîchers. Voilà un peu dans les perspectives ce que nous présentons. Très bien, merci beaucoup François. Donc on voit au travers de ce témoignage ce qu'on disait tout au début du webinaire, hein, que des produits périssables maraîchers sont différents de produits que l'on peut stocker.
Vous parliez aussi de la relève, de la place des jeunes et de la formation des paysans relais, des acteurs à la base qui permettent de faire émerger des initiatives de commercialisation. Alors, il y a des questions qui vous sont proposées. La première, de la part des équipes du Kenya, qui demande pourquoi le point de vente que vous avez au niveau du marché de gros n'a pas encore été valorisé. OK. Bien, à ce niveau, c'est, comme je le disais si haut, on avait besoin d'un financement pour pouvoir mettre en place, disons, faire la précollecte et converger toutes ces productions vers le centre de groupage qu'est le magasin sur le marché de gros. Malheureusement, ce financement n'a pas abouti et ça traînait, raison pour laquelle on a mis un peu en stand-by et utilisé d'autres méthodes en attendant pour écouler nos produits, pour ne pas faire trop attendre les producteurs et poursuivre les démarches pour pouvoir aboutir à ce financement et continuer les choses. Ok, très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à François? Joseph, j'avais une question à poser à François, éventuellement, en lien, c'est Philippe qui parle, en lien avec les efforts de commercialisation, de mise en marché qui sont développés. Est-ce qu'il y a des possibilités, à côté de la commercialisation des produits périssables, maraîchers, des possibilités de transformation de ces produits, au moins partiellement, ou bien des process de transformation assez simples, séchage ou bien conservation, etc., dans la région ou pas du tout? OK. Oui, nous avons un peu ce volet de transformation primaire là, parce que nous, ici, au niveau de Becker, c'est beaucoup plus la tomate qui est produite. Et là, après le premier grade et le deuxième grade, généralement, le troisième n'est pas très prisé par ces acheteurs. Et donc, du coup, nous sommes en train de voir comment mener une politique de transformation, soit de notre tomate en poudre ou en pâte, mais comme la pâte nous demande un peu plus d'efforts de l'autre côté, donc nous sommes en train d'envisager une transformation en poudre et voir comment atteindre un autre marché au niveau rural, même avant même le niveau urbain. Merci. Merci beaucoup, François. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a une question pour le Burkina, mais je veux bien qu'on la garde pour la fin s'il nous reste du temps. Joseph, oui, il y a une... juste 30 secondes. Là, on a une coupure d'électricité depuis ce matin et on a quasiment plus de batterie. Donc, si vous... Ok, je crois qu'on n'a pas eu la fin du message et il y a eu la coupure avant. Donc, c'était la Côte d'Ivoire qui a une coupure d'électricité. Ce sont les réalités de certains pays. Donc, merci beaucoup à l'équipe de Côte d'Ivoire et je propose qu'on passe à l'expérience Madagascar en donnant à Paran et Radou. Merci. Paran. Ok, merci Joseph de nous avoir passé la parole. Je vais commencer par présenter le contexte à Madagascar. Comme vous voyez sur l'écran, la particularité, mais à Madagascar, donc, après trentaine d'années d'existence, c'est FIFATA, Organisation pour le progrès des paysans. Les membres sont déjà structurés autour des filières et des services. Par exemple, les éleveurs de Pourecas, au niveau local, ils ont leurs unions locales, et même au niveau communal, et puis même jusqu'au niveau régional pour le moment. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi des membres structurés autour des services, par exemple, qui sont le SISAC de l'eau, et puis pour les fonciers aussi dans certaines régions. Ça, c'est la première chose à faire connaître pour le contexte à Madagascar. Nous, on a 23 unions régionales filières réparties, comme vous voyez sur l'écran. Donc, on est dans 10 régions sur les 22.
régions existantes à Madagascar. La majorité des membres sont des exploitants agricoles familiales. Les membres qui sont 300 000 exploitants agricoles familiales actuellement. Donc, normalement, actuellement, donc après tant d'années de renforcer la protection, nous, actuellement, on intervient beaucoup pour la commercialisation parce que c'est la logique des choses. Donc, on fait beaucoup pour augmenter la protection et après faire la commercialisation parce que pour FIFATA, donc, la vision, c'est agriculture familiale, professionnelle, compétitive qui s'agrandit, donc avec l'amélioration des revenus et du niveau de vie. Il y a aussi l'existence des structures spécialisées que nous avons mis en place au fil des années. Il y a les réseaux des conseillers agricoles de proximité, donc conseillers qui sont passés dans les communes, ils ont sur le réseau. Donc, il y a aussi le réseau des collèges agricoles, appelé Fédération des collèges agricoles. Là, c'est des structures mises en place par FIFATA et FERT au fil des années. Il y a aussi donc les centres d'expérimentation, formation sur les fruits et légumes, CCFL, et tant d'autres aussi, des structures spécialisées qui aident aussi donc les producteurs à tous les niveaux. Pour nous, il est très important le ciblage de quelques produits, comme le poulet CAF, l'oignon, les pommes de terre. Ce n'est pas exhaustif, mais ce sont surtout qui sont vraiment mis sur les marchés. Il y a aussi l'arachide dans certaines régions. Ça dépend des régions à une autre, donc les produits cibles donc, pour augmenter les revenus. À Madagascar, on vit encore dans une économie libérale, on vit surtout de la loi de l'offre et de la demande, comme Joseph a expliqué tout au début de la présentation. Merci pour la slide suivante. Pour nous, quelques principes vraiment fondamentaux ici des différentes réflexions, parce que j'aimerais vous faire savoir qu'au niveau des FIFATA, au niveau national, FIFATA, donc c'est une confédération nationale de 10 organisations régionales, confédération nationale. Il y a une commission commercialisation qui, par rapport aux différentes expériences, donc le principe, c'est tout d'abord l'organisation structurée et dynamique. Il est important d'avoir les structures, surtout pour structurer les produits et les offres par rapport à la demande du marché, par rapport aux besoins du marché. Donc, c'est très important. Donc, cette structuration qui est dynamique aussi. Il y a aussi la vente et puis la relation gagnant-gagnant entre les producteurs et les acheteurs. Ça, c'est très important aussi pour pérenniser le partenariat achat et vente entre commerçants, producteurs qui vendent et puis les acheteurs. Donc, c'est travailler dans une confiance et puis un partenariat gagnant-gagnant. Et travailler dans la légalité. Ça, c'est très important aussi. Ça, pour nous, c'est un principe fondamental aussi. Donc, travailler dans la légalité. Donc, tout ce qui est cadre légal pour pouvoir commercialiser les produits. Donc, ça, pour nous, c'est très important à considérer. Et le respect des engagements, que ce soit au niveau des producteurs et au niveau des acheteurs. C'est vrai que c'est difficile pour nous quelquefois d'exiger cela aux acheteurs, mais au moins au niveau des producteurs qui est nos membres. Donc, on essaie de les former et puis de leur expliquer l'importance de l'engagement quand on s'engage à fournir un tel produit avec un tel calibre, avec une telle quantité. On essaie au maximum donc de respecter ça. Et voilà, donc, le producteur au centre, tout cela, donc, c'est les producteurs qui sont au centre. Autour de ça, quand même, pour les principes, ça, c'est les 5 principales, mais il y a aussi, donc, quand même, autour de ça, et qui est très important aussi, donc, c'est l'accès à l'information, les services de proximité
et l'entrepreneuriat agricole. On forme nos producteurs pour avoir cet esprit d'entrepreneuriat agricole. Et puis, on donne incessamment l'information autour du marché, le produit, les besoins du marché. Ça, c'est grâce à l'existence de acteurs spécialisés comme les CFL qui fournissent donc les prix au moins hebdomadaires chaque jour du marché dans l'endroit où on fait la collecte des prix. Donner les prix, donc, c'est combien déjà? Et puis, les services de proximité, ça, c'est via les acteurs spécialisés aussi, donc, les conseils agricoles de proximité. Le suivant, Joseph. Et puis, voilà le principe. À part ça, c'est ce que nous allons présenter. Je laisse la responsable, le conseil technico-économique et commercial, parce que nous, on a ça donc dans la région, on va présenter. Je lui laisse expliquer brièvement la zone où on va présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci d'avoir donné la parole. Si vous présentez la zone concernée, l'opéra concerné dans la présentation. Le nom de l'opéra, c'est FFTV, c'est-à-dire Fédération des organisations des producteurs Vaknakarach. Il y a de 21 communes d'intervention et des membres de FFTV de 1250, dont femmes 600, dont jeunes 345. Et ensuite, la diversification des actions de commercialisation. Il y a 3 types différents. Premièrement, vente à une région des restaurants, c'est-à-dire c'est vente organisée, produits pommes de terre. Et le deuxièmement, vente via des contacts en ligne, vente en ligne, tous les produits légumes. La commercialisation des FFTV depuis novembre 2016 et entre 2016 et 2019, ça marche bien la commercialisation au niveau des FFTV. Et à partir de 2019, pendant le Covid-19, donc c'est ça l'activité vente en ligne. Et le troisième mois, vente des collecteurs internes. Ils collectent les produits aux membres et assurer l'écoulement des produits à ces différents types de marchés. Oui, merci Lante. Donc, il y a 3 types de ventes que nous allons présenter. Il y a les ventes à un réseau des restaurants et puis ce qui est via les contacts en ligne et le troisième, donc via les collecteurs internes. Comme il y a un producteur, jeune producteur et membre déjà du conseil d'administration de la fédération dans la région Vaknakarach que l'on a présenté. Il est ici, donc je lui laisse expliquer brièvement et puis je traduis après brièvement aussi le premier type, mais juste avant ça, donc il y a l'action que nous avons fait avant ça, donc et pour renforcer ces 3 types de ventes-là, il y a tout d'abord la formation en commercialisation, il y a l'analyse des marchés, c'est juste, donc initiation sur le système des marchés, l'offre, la demande et tout ça. Et il y a ces formations dispensées par l'équipe au niveau des producteurs. À part cela, il y a des réflexions pour améliorer les outils et la méthode. Donc, on anime des réunions au niveau des organisations paysannes pour voir vraiment sur quelle façon ils veulent vendre leurs produits. Et on anime donc des réunions de réflexion avant la la récolte ou quoi. Et même pendant la période de récolte aussi, quelquefois. Et on anime cette réunion, mais n'empêche pas de l'accompagnement direct de réflexion. Quand il y a le produit, les techniciens, comme j'ai dit tout à l'heure, que Lante, par exemple, elle est
conseil technique économique et commercial. Donc, elle assiste à des réunions, comment allons-nous faire pour vendre nos produits. Donc, il y a cet accompagnement, puis des proximités, que c'était tout à l'heure comme principe avec les producteurs. Et parmi ces renforcements des capacités aussi, donc, pour essayer de faire connecter et mettre en relation le producteur avec les acheteurs, on participe à des événements pour créer des relations commerciales, des foires au niveau commun, quelquefois au niveau régional, et même au niveau national avant 2019, quand il n'y avait pas encore le Covid. Donc, voilà le renforcement des capacités. Normalement, donc ça, c'est via les missions de terrain faites par l'équipe. Rad va expliquer la vente à un réseau de restaurants, qu'est-ce qui se passe exactement, et c'est traduit après. Misaotra namen'ny fitenenana. Misaotra namen'ny fitenenana. Nandalo dingana maromaro zay tamin'ny resaka famarotam-bokatra. Natao teo ny fanamafisana teknika teny fotony. Rehefa vita ny fanamafisana teknika teny fotony dia nisy ny fanatsarana masom-boly. Rehefa avy nanatsara masom-boly kosa dia namokatra ary namaty tsena. Rehefa voavatsy ny tsena, napetraka ny rindran-damina fotony izay pezary ile moa no mametraka ny fandaminana eny fotony. Okay. Donc, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la formation technique, l'itinéraire technique culturel, parce qu'ici, donc, la vente à un réseau de restaurants, c'est principalement et surtout le pommes de terre. On prend l'exemple des pommes de terre, il y a la formation technique. Après cela, c'est ce qu'on a senti, c'est le problème de semences, disponibilité, accessibilité. Il y a donc l'amélioration de semences et puis rendre accessibles les semences auprès des producteurs. Et puis l'organisation de la production, les calendriers, les parcelles, ils ont fait ça, tout ce qui est organisation et calendrier pour satisfaire parce que les besoins, donc il faut fournir tous les 2 semaines par exemple. Donc ça a été fait en lien très étroit avec les paysans relais. Les paysans relais, c'est paysans qui sont membres d'INOP, qui font des formations et accompagnement aussi. Ny pezary ireny zany mandrindra mandamina ary ihany koa mitondra ny vokatra makany amin'ny orinasa. Et c'est les paysans relais qui organisent et qui planifient tout, et c'est lui-même qui se charge donc jusqu'à la livraison des produits. Donc voilà pour ce type de vente avec le réseau des restaurateurs. Donc, et le contact en ligne, ça s'est développé beaucoup. Donc, et surtout pendant 2020, c'est laisse-moi tout expliquer brièvement. OK? C'est mon tour, je vais continuer encore. Donc, tout d'abord, elle, après avoir consulté, donc, essentiel avec les paysans relais, les OP, par rapport aux disponibilités des produits, elle envoie des listes des produits. Donc, elle, c'est la responsable de la commercialisation auprès de la structure. Elle consulte les OP et communique avec les paysans relais quels produits disponibles pour cette semaine, quel type, quantité, les prix. Et elle envoie la liste donc via mail ou via WhatsApp aussi à des personnes ciblées ici dans la ville d'Antsirabe. Et elle reçoit après les commandes et puis compile l'information et prépare la livraison. Et ça se fait donc hebdomadaire par rapport à la disponibilité des produits auprès des producteurs membres. Et la livraison donc, des produits, c'est un point spécifique et souvent, c'est ici même au niveau des sièges de l'organisation.
La taxe brousse décharge les produits ici. Et puis, s'il y a une grande quantité dans certaines organisations qui fait la commande, donc il y a des petites livraisons, mais sinon, les gens viennent pour récupérer. Donc, il y a un lieu principal pour décharger les produits, mais après, il y a 3 ou 4 points de livraison secondaires suivant la quantité de commandes. Ce qui est à retenir par rapport à ça, c'est la quantité demandée conditionne beaucoup la rentabilité des actions parce qu'il n'y a pas de... si c'est vraiment minime la quantité demandée, il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Et puis, comme c'est dit, le principe, c'est gagnant pour faire fonctionner donc, les systèmes. On essaie de garder les prix. Et puis aussi, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est la qualité des produits qui sont livrés en ligne aussi. Voilà par rapport à ça. Et la vente via TPE, il y avait la formation sur la commercialisation. Le TPE, c'est appelé aussi collecteur interne. En interne de quoi? C'est en interne de l'organisation paysanne même. Il y a des gens qui ont de petits capitals, quelquefois qui n'ont pas, qui essaient de collecter les informations sur les marchés, que ce soit au niveau communal ou dans la région. Et puis, par rapport au prix, c'est par rapport à ça qu'elle collecte les produits des membres autour d'elle ou autour de lui. Et par rapport à ça, ils s'achètent et quelquefois, il ou elle fait des négociations avec le producteur membre, de payer après ou s'il a de l'argent, il paie tout de suite. Donc, c'est un producteur donc, parmi les membres qui essaie de faire ça. Il ne regroupe pas les produits des membres, mais il achète et puis il fait juste un petit bénéfice tout en respectant donc, ça. Et voilà, et après, donc, c'est elle qui assure la collecte. Elle informe ou il informe auprès des producteurs de venir chez lui ou si c'est nécessaire, c'est elle ou lui aussi qui aille auprès des producteurs membres pour récupérer les produits. Voilà pour ce type, donc la troisième et le dernier type de commercialisation. S'il y a des questions, donc on est tous là, nous trois, pour vous répondre, essayer de présenter. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que l'existence des commissions commercialisation au sein des structures, ça c'est très important pour réfléchir sur comment on vend les produits et comment on anime. Parce que ça, la commission s'est composée des élus et des techniciens. Donc, les élus, les producteurs, ils donnent les informations par rapport aux produits disponibles. Les techniciens animent la réflexion. Ça, c'est un. Et la structuration autour des filières aussi, ça, c'est très important aussi. Même si on n'est pas encore au top, on essaie de renforcer tout ce qui est socio-organisation pour structurer les produits. C'est pour cela que FIFATA, cette année, on vient de recruter pour toutes les organisations régionales des techniciens socio-organisateurs qui vont travailler beaucoup plus aussi sur cet aspect socio-organisation autour de la commercialisation, structuration des offres, des produits disponibles et tout ça. Donc, merci Parane. Je vais couper peut-être parce qu'on a vraiment envie de garder du temps pour Philippe à la fin. Donc, je vais juste prendre 2 petites questions et si tu veux bien répondre très succinctement, s'il te plaît. Pour la production et la vente de pommes de terre par semaine aux restaurateurs, c'est à peu près combien les volumes par semaine ou par mois? Oui. Avant, c'était 400, mais maintenant, c'est 150 par semaine. 150 kilos. Merci. Il y a une autre question. Les collecteurs internes à FIFATA sont-ils rémunérés? Alors, les collecteurs internes, je pense que vous parlez soit des paysans relais ou des TPE.
est-ce qu'ils sont rémunérés? Est-ce qu'ils perçoivent une indemnité? Non, ce n'est pas rémunéré, mais ils s'achètent avec le prix qui lui convient par rapport aux besoins du marché. Et après, ils vendent un peu plus, donc avec des petits bénéfices négociés avec les producteurs même, pour que ça soit coupé parce qu'elles vendent très, très cher ou les acheteurs n'achètent plus, ou si elles achètent trop bas, donc le producteur ne vend plus chez lui. Donc c'est gagnant-gagnant, mais ce n'est pas rémunéré. Ok, il y a une autre dernière question en anglais je pense que ça rejoint celle d'avant, sur comment les collecteurs gagnent sur ces opérations d'achat-revente et est-ce qu'ils gèrent, enfin, est-ce qu'il y a un certain volume de production à vendre? Je viens de répondre à ça. Elles s'achètent et puis revendent avec de petits bénéfices. Et quel que soit le besoin du marché, elles savent déjà les besoins du marché parce que comme dans la présentation, c'est par rapport à la connaissance du marché au niveau commune ou dans la région et par rapport à la demande qu'elles achètent les produits à citer. Voilà. Merci beaucoup, Paran. Merci pour cette présentation d'Expérience Madagascar. On souhaite maintenant passer la parole à Philippe pour qu'il nous fasse un peu son regard de producteur et d'élu agricole sur les différentes interventions et qu'il puisse partager un peu ses réflexions à partir de son parcours. Merci, Philippe. Oui, merci Joseph et merci à tous de ces partages très riches. J'ai trouvé vraiment très très intéressant le partage de toutes vos expériences aux différents stades et finalement avec vos réalités assez différentes, mais avec quand même pas mal de points communs. Alors juste une petite présentation de ma part un petit peu plus en avant que ce que j'ai pu dire au début. Donc, Philippe Ozel, je suis agriculteur donc en Seine-et-Marne sur une exploitation avec un frère et un cousin, et on fait aussi des productions végétales. J'ai entendu des céréales, bien sûr, puisque je fais partie aussi des syndicats céréaliers, la GPB, secrétaire général de la GPB, mais aussi des pommes de terre. J'ai entendu parler de pommes de terre. Du lin, du chanvre, des plantes à fibres. Voilà, c'est les productions que l'on fait sur notre exploitation. Et puis, Joseph m'a demandé d'intervenir parce que je suis aussi vice-président de ma coopérative ici en France, qui commercialise donc nos productions. Toutes les productions de l'exploitation, d'ailleurs, chez nous, sont commercialisées par le biais de coopératives. Donc ça, c'est un point qui m'a intéressé, forcément, puisque là, on a parlé beaucoup d'organisation de producteurs dans la commercialisation. Et puis, comme je le disais aussi, j'ai des responsabilités donc plus syndicales au niveau de la GPB, l'Association générale des producteurs de blé. Donc, un petit peu deux pieds au niveau de mes responsabilités, un pied économique au niveau de la coopération et puis un pied plus syndical au niveau de la GPB, qui est une branche de la FNSEA, chez nous, syndicat des producteurs. Voilà. Et puis, membre de FERT, bien sûr. Et puis, j'ai eu la chance dans ma vie de vivre de près de 3 ans au Burkina Faso. Donc, je salue Bertrand Savoie-Dogo et puis les amis du Burkina en particulier. J'en garde un très, très grand souvenir. Donc, ça m'a rappelé des très belles choses, même si je sais que en ce moment c'est très difficile, notamment dans la zone du nord là que Bertrand évoquait, et je suis de tout cœur avec vous tous. Donc peut-être ce que tu m'avais demandé, Joseph, c'est peut-être de donner quelques impressions. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être dire que déjà la commercialisation c'est un sujet très important, comme je le disais d'entrée. Je vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que ça a été très riche, mais ça m'évoque peut-être 2-3 notions que je retrouve, qu'on retrouve chez nous aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu quel point commun on peut avoir chacun avec ses réalités et ses difficultés. Et comme je le disais, on a bien vu, même si vous avez
la pudeur, je dirais, de ne pas les mettre en avant, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la logistique, ou bien au niveau du sanitaire en ce moment, les difficultés sont grandes, mais néanmoins, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et ça, premièrement, bravo, hein, bravo pour tout ce travail, qui n'est pas toujours facile, parce que quand on est agriculteur, paysan, producteur, on sait en général ce qu'il faut faire pour produire. Ben, voilà, ça demande certaines qualités, du travail, du courage. Mais pour vendre, ce n'est pas toujours si facile ou si évident que ça. Et ce n'est pas toujours les mêmes qualités aussi qu'on demande aux personnes pour vendre, pour commercialiser. Et donc, c'est intéressant justement de voir comment vous vous êtes organisé pour pouvoir vendre. C'est-à-dire produire pour sa famille, c'est une bonne chose, mais quand on produit, eh bien, on veut aussi pouvoir vendre pour pouvoir voilà, améliorer ses revenus et puis son mode de vie, ce qui est tout à fait naturel. Et moi, ce que je retiens dans tout ce qui a été évoqué, peut-être, alors au-delà de tout ce que vous avez évoqué en termes d'organisation, sont vraiment impressionnantes. On a parlé de comités, on a parlé d'échanges, de réseaux, d'organisation à différents niveaux. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais peut-être encore plus important à la base, et c'est ce qu'on vit, c'est ce que je vis ici aussi, le principe, peut-être la valeur fondamentale, c'est la confiance. Quand on est dans les échanges, mais je sais que c'est souvent très partagé, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument la confiance. À partir du moment où on travaille à plusieurs, il faut que la confiance règne au sein des groupes, et je ne doute pas qu'elle règne dans vos associations ou organisations, une confiance qui n'est pas toujours automatique, donc elle doit se construire, elle s'entretient, et c'est ce qui fait que à la fois la confiance dans le groupe de producteurs qui s'organisent pour commercialiser ensemble, et puis la confiance que l'on doit entretenir vis-à-vis de ses clients, parce que j'ai entendu que parfois il y avait des problèmes de tenir ses engagements, et pourtant ça a été, j'ai entendu souvent, et on tient à tenir nos engagements et tout ça, donc tout ça, ça me semble être très très positif. La confiance au sein du groupe qui se construit, qui nécessite la transparence, j'ai entendu tous ces mots-là. Donc pour moi, c'est extraordinaire d'entendre ces mots-là, hein. Le partage des responsabilités nécessaires quand on commercialise ensemble, eh bien, il se fait plus facilement quand la confiance est là, hein. C'est tout des choses peut-être pas très concrètes, mais qui sont le fondement même d'une expérience de commercialisation ensemble qui est réussie. Et je retrouve en tout cas dans ma coopérative ici, les mêmes nécessités. Quand il y a une bonne confiance entre les membres d'un conseil d'administration, les choses se passent beaucoup plus facilement. Donc, voilà. Mais ça, je vois que c'est quelque chose qui est très présent dans vos expériences. Ensuite, peut-être une autre notion qui est plus technique et que vous avez beaucoup abordée et qui me paraît très intéressante, c'est la connaissance de vos clients, de vos marchés. Et je vois qu'il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Ça, c'est très, très intéressant parce que c'est fondamental pour à la fois aller peut-être vers quelque chose que ici, on travaille fort et qu'on n'arrive pas toujours à gagner, c'est-à-dire plutôt que de produire pour vendre, c'est l'idée de vendre pour produire, c'est-à-dire de pouvoir savoir ce que son client, avant même que l'on produise, à la limite, savoir ce que son client va vouloir rechercher. Et ça demande beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail de relations, de connaissance des marchés, mais ça sécurise une bonne partie des ventes une fois qu'on arrive à vendre pour produire, c'est-à-dire, voilà, on a parlé de contrat tout à l'heure, les uns et les autres, vous avez commencé à parler de contrat. Une fois qu'un agriculteur, il sait à qui il va vendre sa production, eh bien, voilà, la partie est déjà à moitié gagnée.
à partir du moment où eh bien, il respecte ses engagements. Et ça, ça a été dit aussi. Donc, je pense que c'est très, très important. Et je vois que ces éléments-là sont présents dans vos réflexions. Donc, c'est très, très encourageant. Peut-être une dernière notion qui me semble importante aussi et qui a été évoquée, vous l'avez dit, et surtout dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, c'est la notion de réactivité. C'est-à-dire que, voilà, on est, nous, producteurs de matières, de produits agricoles, et surtout quand on est peut-être maraîcher avec des produits périssables, ben, cette nécessité d'être réactif et de pouvoir finalement changer son fusil d'épaule, comme on dit, le plus vite possible. Alors tout ça, c'est pas facile à réaliser ou à concrétiser, mais comme j'ai entendu dans vos présentations toutes ces notions-là, je suis vraiment très très optimiste. Je pense que vous avez ça va dans le bon sens. Hein. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est des choses qui vont dans le bon sens. J'ai bien entendu aussi qu'il y avait, comme on le dit, des choses qui n'étaient pas faciles et il y avait des difficultés à affronter, mais comme on dit chez nous, tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, voilà, je ne peux que vous encourager, en tout cas, à continuer dans persévérer dans cette organisation, dans cette nécessité de délivrer des formations, comme ça a été dit, notamment par Anne, dans son intervention. Et puis, ben voilà, petit à petit, comme on dit au Burkina Faso, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, on est vraiment dans une très belle dynamique et je ne peux que tous vous féliciter pour votre travail et les expériences que vous avez partagées aujourd'hui. Maintenant, peut-être que si vous avez quelques questions qu'on peut échanger pendant quelques minutes, j'ai quelques minutes encore à partager avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup Philippe pour ces réactions qui sont pleines de bon sens. Si vous voulez poser des questions à Philippe, pendant que vous y réfléchissez, comme la dernière fois, on propose une petite évaluation du webinaire. Je laisserai Amandine présenter ça, mais n'hésitez pas si vous avez des questions pour Philippe. Bon, les messages étaient très clairs, Philippe, donc merci beaucoup. Je laisse peut-être Amandine expliquer pour l'évaluation et un grand merci à Elisabeth qui a fait la traduction. Pas toujours facile parce qu'on parle vite, on parle beaucoup pendant longtemps, donc merci beaucoup. Alors, pour l'évaluation… Merci Joseph, à très bientôt à tous et bon courage dans vos multiples challenges. Merci beaucoup Philippe, au revoir. Merci. Au revoir. Alors, pour les autres, vous avez dans le chat un lien pour aller sur le site pour faire l'évaluation, pour remplir les quelques questions. Vous avez aussi un QR code là que vous pouvez scanner avec vos téléphones et arriver directement sur le lien de l'évaluation. Sinon, on avait prévu l'organisation d'autres webinaires puisqu'on avait proposé un cycle sur cette année 2021. Alors, le prochain qui reste à confirmer, ce n'est pas encore décidé, mais a priori, on note quand même la date, le 25 juin sur accompagner l'analyse économique des services de l'OP. Le 27 août, comment organiser un bilan de campagne, donc bilan technico-économique. Et on aura le 24 septembre, ce n'est pas sûr pour la date parce que ce sera l'anniversaire de FERT, donc on reconfirmera cette date. Semences et plans. Voilà, on est bien entendu toujours à l'écoute de vos propositions sur les thématiques que vous aimeriez aborder ici. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques, sinon je vous dis peut-être au revoir en vidéo. Et si vous pouvez le faire tous ensemble, ça vous fera une petite capture d'écran sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre vidéo pour les dernières minutes.
Okay. I have a question. When you open the evaluation form, the message I'm getting is that I have no permission to fill the form. Amandine? When I open the evaluation form, it tells me you don't have permission to view or respond to this. Hello, can you hear me? Yes, we hear you. I'm just asking Amandine to answer that question because I'm not really an expert for that. Yeah. Amandine, okay. You had my question? Yes. Oui, désolé, parce que j'ai plusieurs ordinateurs, ça fait quelques échos. Je vais essayer de régler le problème. I will try to find the solution. I think it will be resolved in 5 minutes. Sorry for that. My own form or yeah. Can you hear me? Okay. I am in English, sorry. I am using the English interpretation, so I will try to find a solution and I think in 5 minutes it will be good. Je vais trouver la solution dans 5 minutes. Le lien devrait fonctionner. Okay. Okay. Thank you so much. Or maybe I'm the one having a problem. Si vous m'avez entendu, du coup. Is there anyone who is also having a problem? I could be the one who is technologically challenged. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé. Okay, I think Amandine will fix the problem soon. So if you can try again, 5 minutes will be okay, I think. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un très bon week-end et puis au prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci, Joseph. Merci, au revoir à tous. Merci à tout le monde. Voilà, au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Joseph, it's working, yeah? The form. Okay, thank you, Violette. Yeah.